Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous recevons Gabriel Thierry, qui est un journaliste qui s'intéresse aux questions de cybercriminalité et de leurs conséquences judiciaires. Bonjour Gabriel. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limite Sécu sont Hervé Schauer. Bonjour. Marc-Antoine Ledieu. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Et Vladimir Collat. Bonjour. Alors Gabriel, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Bien sûr. Donc moi je suis journaliste indépendant. Je travaille dans la presse depuis à peu près 15 ans. Et ce qui me passionne, c'est l'impact de la technologie sur les domaines régaliens, donc que ce soit la sécurité, la justice, la défense. Et je couvre plus concrètement, plus particulièrement, donc les affaires de cybercriminalité, en suivant des affaires judiciaires en cours ou en suivant des procès. Et j'ai rédigé également une newsletter qui s'appelle Pond, dans laquelle je raconte des petites et des grandes histoires de cybercriminalité. Alors c'est une newsletter et c'est également un blog ? Oui, parce que ça c'est dû au format Substack. En fait, quand tu crées une histoire, ça l'envoie aux gens qui se sont inscrits, qui ont donné leur mail. Et l'intérêt, c'est que le post, l'email qui a été envoyé devient un post sur le site de Substack. Ce qui évite, je suis un peu feignant, c'est ce qui évite de refaire un copier-coller sur un blog pour avoir une archive au-delà de l'email qui a été envoyé. Très très bon blog ou newsletter, je sais pas comment tu veux l'appeler d'ailleurs, j'en profite parce que je suis un lecteur. Et ouais, vraiment très très beau travail et ça reprend en fait pas mal d'affaires passées de cybersécurité. Certaines très vieilles comme l'histoire de Mafia Boy ou d'un peu plus récentes comme Mirai, un peu plus anciennes comme les Yescard. Il y a un beau et gros travail pour raconter tout ce qui s'est passé avec les détails. C'est vraiment très très intéressant. Merci. Je recommande à tout le monde de lire. Juste pour préciser, alors donc c'est un projet qui est né maintenant que j'en suis dans la 2e année. L'idée c'était d'avoir un support un peu sexy pour parler de ces histoires de cybercriminalité. Avec un format qui est l'ambition c'était d'être un peu le pendant écrit de Darknet Diaries, le podcast. Je dis ça très modestement parce que Darknet Diaries met la barre très très haut. Donc moi j'essaye de manière un peu bénévole parce que je fais ça sur mon temps libre entre guillemets, donc c'est pas un travail à temps plein, mais c'est un peu mon modèle. Et puis c'est pas quelque chose que je fais tout seul, puisque j'écris les articles, mais ils sont relus attentivement par Mio, qui s'appelle en fait Louis Adam, qui est journaliste, qui si vous l'avez peut-être déjà côtoyé dans des événements cyber, donc journaliste spécialisé en cybersécurité. Et c'est une part du travail journalistique qui est parfois méconnue, mais avoir quelqu'un qui vous met la pression, qui vous relit, qui vous dit bah tiens, là c'est pas très clair, là ça pourrait être dit différemment, ça joue beaucoup sur la qualité. Et donc je tenais à souligner son implication et son soutien à ce projet. Je me permets juste de compléter parce qu'il y a un truc maintenant que tu as fait le parallèle avec Darknet Diaries. Ce qui est sympa, c'est que tu as une manière d'écrire, c'est pas juste machin a fait tel truc, telle date. Tu racontes une histoire et c'est hyper prenant et c'est ça qui rend la chose encore plus intéressante. Alors voilà, j'essaye de faire en sorte. Moi, j'ai fait beaucoup de faits divers avant de m'intéresser à la cybercriminalité. Donc, dans le fait divers, l'idée, c'est en restant proche des faits, évidemment, c'est de trouver des ressorts un peu dramatiques pour intéresser le lecteur, l'auditeur. Donc, le podcast, la newsletter, donc répond à ces critères. Et souvent, d'ailleurs, c'est un peu ce qui drive le choix des sujets, parce que des affaires très intéressantes où on ne sait rien, ça ne fera pas une bonne histoire, par définition. Donc, j'essaie de sélectionner des affaires, des dossiers où il y a quand même pas mal de choses publiques pour réussir à construire un récit autour de cette affaire. Et comment est-ce que tu réalises tes investigations ?
En fait, c'est essentiellement des investigations sources ouvertes, hein, c'est-à-dire que c'est vrai que par facilité, je m'intéresse beaucoup à des affaires liées à la justice américaine. Pourquoi? Parce que c'est une justice qui fonctionne sur un principe assez étendu de la publicité. À savoir que tu peux trouver des actes d'accusation en ligne, ce qui n'est pas possible par exemple en France, où ça sera beaucoup plus compliqué, ou enfin ils ne seront pas publics en ligne, tout simplement. Donc déjà voilà, ces recherches-là. Ensuite, je regarde ce qui a été écrit dans la presse. Voilà, souvent tu peux avoir beaucoup d'articles qui se ressemblent, et puis un article où le contenu a été beaucoup plus fouillé, qui va être une source très intéressante. Et là, évidemment, pareil, parce que le talent journalistique est présent, tu retrouves des articles très intéressants dans Wired, dans la presse anglo-saxonne, qui a des fois des sources de première main. Et donc ça permet voilà, de construire le récit, d'avoir des infos pour raconter une histoire, quoi. Alors, il y a une question à laquelle on aimerait répondre aujourd'hui, c'est est-ce que la cybercriminalité existe ou est-ce que c'est juste de la cyberdélinquance? Parce qu'il y a quand même une différence dans le droit français entre crime et délit. Donc, quelle est ton opinion là-dessus, toi qui as assisté à beaucoup d'affaires? Quelle est la position des juges? Alors, moi, je trouve que dans ta question, il y a plusieurs questions. Donc déjà, qu'est-ce que c'est la cybercriminalité? Finalement, en gros, moi j'ai l'impression que ça renvoie à la fois à l'utilisation de l'informatique pour commettre différents forfaits, et l'utilisation de l'informatique pour commettre des infractions visant l'informatique. C'est-à-dire que tu peux très bien être je sais pas, vendre des stupéfiants via l'informatique, et la vente de stupéfiants existait déjà avant l'apparition de l'informatique. Et par contre, donc là, il n'y a pas grand-chose de nouveau, même si ça peut se passer en ligne. Par contre, tu as des délits qui vont être quand même propres à l'informatique, un piratage informatique d'une banque en ligne. Par définition, ça n'existait. Il y avait déjà des banques, mais elles n'étaient pas en ligne, donc c'était pas la même banque, quoi. Donc il y a quand même des choses spécifiques. Voilà, même s'il faut se méfier effectivement du caractère un peu trop englobant de la cybercriminalité. La deuxième question, oui, effectivement, il y a les crimes et il y a les délits. On fait la distinction dans le droit français. Les crimes, c'est les infractions les plus graves. Et finalement, grosso modo, on est plutôt sur essentiellement des délits. Il y a un crime qui vise la criminalité informatique, mais on pourrait retrouver aussi des affaires de cybercriminalité se retrouvant dans la cour d'assises par le jeu de la bande organisée. Voilà, je parle sous le contrôle de l'avocat du plateau. Non, c'est tout à fait ça. Donc, mais grosso modo, on est plutôt sur des affaires délictuelles, quoi. Ouais, tout ce qui est fuite de données, rançongiciel, etc., c'est délictueux. Rançongiciel, pas forcément, parce que si on considère que tu es tout seul que tu as opéré le rançongiciel tout seul, qu'en fait c'est un piratage suivi d'une destruction de fichiers, ou une modification de données, en gros, voilà, ça serait ça la traduction juridique. Ça sera un délit. Par contre, si on estime que tu agis en bande organisée avec, mettons, un fournisseur d'accès initial, ils sont toujours en bande organisée, c'est... Oui, mais il faut le prouver. Mais en tout cas, si on te poursuit pour un fonctionnement en bande organisée, et qu'on arrive à le prouver, là, ça serait pour être passible de la cour d'assises. Et donc, dans ce cas-là, c'est bien criminel, parce qu'ils sont toujours en bande organisée. Il y a ceux qui font le premier accès, ceux qui font les infrastructures de command and control, c'est une industrie, donc... Oui, mais ça, on va dire que c'est la théorie, mais par exemple, la première personne qui a été poursuivie en France pour l'exploitation d'un rançongiciel, à savoir Alexander Vinnik, il a été poursuivi devant le tribunal correctionnel et pas devant une cour d'assises.
la qualification de bande organisée de mémoire n'était pas retenue. Par contre, il y avait une poursuite pour association de malfaiteurs. Mais du coup, ça a permis de le juger devant un tribunal correctionnel. Peut-être que ça a été un choix. Peut-être, faisons l'hypothèse que ça a permis d'accélérer le traitement judiciaire de ce dossier. C'est une simple hypothèse, je n'en sais rien. Mais en tout cas, les choses sont pas forcément évidentes, quoi. À un moment, il y a des choix, en fait. Le problème de la poursuite en bande organisée, c'est d'arriver à identifier différentes personnes et d'arriver à déterminer, pour le parquet qui opère les poursuites, d'arriver à déterminer qu'il y a eu une collusion effective entre un groupe. Or, ça, c'est un truc qui est extrêmement difficile, même si on sait qu'il y a ceux qui vont faire les infrastructures, celui qui machin. Au final, qu'est-ce qu'on va essayer de chercher ? Enfin, qu'est-ce que le parquet, l'autorité de poursuite, va essayer de trouver ? C'est celui qui aura été, entre guillemets, le cerveau et, entre guillemets, qui aura récupéré l'argent. Et si celui-là, on arrive à l'identifier, c'est déjà pas mal. Parce qu'en fait, le problème, c'est l'identification. C'est grâce à vous que j'ai appris tout ça, vous, les contributeurs No Limit Sécu. C'est qu'en fait, identifier qui est à l'origine d'eux, c'est extrêmement difficile. Donc déjà, quand on a la chance, comme Gabriel vient de le dire, d'avoir une personne dont on sait que c'était entre guillemets le cerveau d'une affaire, déjà si on arrive à la poursuivre, cette personne, au sens judiciaire du terme, c'est énorme. Mais si on essaie de taper trop large et qu'on n'arrive pas pour le parquet à déterminer qui a fait quoi, en fait c'est l'ensemble qui va capoter. Donc c'est le fameux proverbe qui trop embrasse mal étreint. En fait on va restreindre, moi c'est comme ça que je le vois, on va restreindre le champ des poursuites et on va taper sur entre guillemets le cerveau, c'est-à-dire globalement celui qui va récupérer l'argent. Moi c'est comme ça que j'analyse aussi ces jurisprudences, parce qu'en fait il y en a très peu en France qui sortent comme ça. Tu peux peut-être préciser pour nos auditeurs ce que c'est que l'affaire Vinick, parce que tout le monde n'est pas forcément au courant de ce qui s'est passé, et ça permettra de travailler sur un cas concret. Bien sûr. Donc Alexander Vinick, alors on va retrouver les dates, parce que des fois on s'embrouille un peu. Alexander Vinick, c'est un Russe qui a été arrêté en juillet 2017 en Grèce. Donc il était demandé par la justice américaine. Pourquoi ? Parce que il est soupçonné d'être l'administrateur de la plateforme d'échange de crypto-monnaie BTCE, enfin BTCI, j'imagine, plutôt en anglais. Il est également soupçonné par la justice américaine d'avoir un rôle dans le hack de Mt. Gox. Ce qui s'est passé, c'est qu'à son arrestation, les Français se sont rendus compte que le profil de ce personnage les intéressait aussi. Ils ont demandé et ils ont obtenu son extradition de la Grèce vers la France. Il a été jugé en France, il a été jugé en appel en France. Donc les 2 fois il a été condamné. Et cet été, il a fini de purger sa peine. Et finalement, à l'issue d'une nouvelle petite bataille juridique, judiciaire, il est parti pour San Francisco, donc là on n'a plus de nouvelles, mais donc il est en détention aux États-Unis. En France, il a été poursuivi par rapport en fait au blanchiment. Enfin, il a été condamné par rapport au blanchiment de Loki, des rançons du rançon logiciel Loki. Il était poursuivi pour l'exploitation du rançon logiciel et le blanchiment, mais en fait il a été condamné uniquement sur le blanchiment. Et ça fait écho à ce qui vient d'être dit, c'est que on n'a pas pu prouver, les autorités de poursuite n'ont pas pu prouver qu'il avait bien été à l'origine qu'il avait bien exploité le rançon logiciel. Par contre, ce qui a été prouvé grâce à l'analyse de la base de données de BCCI, c'est qu'il a bien blanchi des rançons extorquées à des victimes de ce rançon logiciel, et donc il a été condamné sur cette base. Et alors juste pour finir, pourquoi est-ce que c'est une affaire intéressante ? Parce que BTCI, ça a été un temps une énorme blanchisseuse d'argent sale, qui faisait écran par rapport aux enquêtes judiciaires menées par différents pays. Et donc cette arrestation, la saisie de la base de données, ça fait espérer l'aboutissement de plusieurs enquêtes dans les années à venir. On a un peu quand même dans l'idée que les cybercriminels ne sont jamais arrêtés parce que Internet n'a pas de frontières, etc.
Bon, dans le cas de Vinic ou dans d'autres, comment ça se passe en vrai? Enfin, est-ce qu'ils sont toujours arrêtés pendant leurs vacances? Je sais qu'il y en avait qui a été arrêté en Espagne aussi. Est-ce que c'est toujours des dénonciations? Est-ce qu'il y a des éléments techniques qui sont saisis? Enfin, est-ce que leur infrastructure n'est pas totalement bulletproof, comme on dit? Alors, en fait, la question est très large, mais moi, je vais te proposer une réponse en deux temps. Tout d'abord, pour les affaires que je vois, on va dire d'un niveau un peu plus bas, par exemple, les procès que je vois en France, c'est que tout le monde fait des erreurs et tout le monde laisse des traces. Tu as des personnes qui vont commettre un délit et qui vont penser être protégées par leur VPN. Et puis en fait, ce qu'elles savent pas ou ce qu'elles n'ont pas compris, c'est que des fois le VPN saute et puis pendant une seconde, il y aura une adresse IP, leur adresse IP qui va sortir. Et ça suffit pour permettre de les identifier. Et puis cette adresse IP, si tu t'aperçois que ah bah tiens c'est bizarre, mon entreprise est attaquée par un rançon logiciel et il y a une adresse IP, il y avait un VPN, je voyais pas d'où ça venait, puis là il y a une seconde, ça vient de mon ancien employé qui est parti il y a un mois. Ah tiens, c'est bizarre. Voilà, donc c'est des fois il y a des petites traces comme ça qui permettent aux enquêteurs d'avancer et qui permettent accumuler, de poursuivre et d'obtenir assez de preuves pour obtenir une condamnation. Tu peux nous redonner le nom de l'affaire où il y a eu effectivement le VPN qui a sauté pendant 1 ou 3 secondes et qui a permis de remonter jusqu'à l'infra du cyberdélinquant ou malfaiteur? En fait, ça arrive régulièrement. J'ai 2-3 exemples en tête. Mais par exemple, là, il y avait une autre affaire un peu dans le même genre que j'avais noté là pour ce soir. Il y avait cette histoire d'attaque par rançongiciel, des tentatives d'extorsion d'Edenred, les tickets restaurants. Et là, c'est intéressant parce qu'en fait, ce que l'enquête a montré, c'est que la personne qui a été condamnée, elle a créé une adresse ProtonMail pour échanger avec sa victime. Mais elle s'est un peu embrouillée. En gros, elle a créé une seconde trop tôt. Et donc son adresse IP a été visible par ProtonMail. Et quand il y a une réquisition judiciaire, ProtonMail a répondu avec les éléments qu'ils avaient, dont cette adresse IP. Et on se rend compte que cette adresse IP, c'est le local de réunion pour les visiteurs c'est une imprimante rennaise. Elle vient donc l'adresse IP est localisée dans une salle de réunion. Et ce jour-là, à cette heure-là, il y avait une seule personne. Et qui était, pour le coup, j'en ai parlé dans Pwn, c'était un épisode qui bossait chez Microsoft. Voilà, et qui travaillait dans la remédiation. Donc, en gros, le loup était dans le bergeric. J'ajoute par rapport à la question de Nicolas, c'est vrai que souvent on retrouve ces profils d'insiders, des gens qui peut-être parce qu'ils se sentent pas assez considérés ou peut-être tout simplement par appât du gain qui tout d'un coup essaient de se retourner contre leur ex-employeur ou leur employeur. Est-ce que la plupart se font attraper en faisant des erreurs opérationnelles comme ça, ou il y a d'autres j'en ai aucune idée. Hein. Je sais pas. Je pourrais pas je pense que c'est impossible à savoir si c'est une grosse part. Il faudrait regarder le nombre de condamnations judiciaires et puis le nombre de piratages allégués pour arriver. Mais je pense pas qu'on puisse répondre à cette question. Tu réponds un petit peu dans certains articles où en fait, comme ce que montrait Brian Krebs dans ses blogs aussi, il y a pas mal de gens qui ont un passé et qui réutilisent soit des pseudos qui sont assez proches, soit des photos de profil assez proches et qui finissent par se faire attraper ou qui se font suivre pendant des années. Et puis le jour où ils font une erreur, comme là de celui qui vient de citer, qui est parti en vacances en Grèce avec sa famille, c'est-à-dire hors du territoire russe où il était protégé, où il y a eu récemment, je crois que c'est dans 2022, l'auteur de Raccoon Stealer qui est parti en Hollande avec sa copine. Sa copine a posté des photos Instagram du couple, comme ça, je sais plus quelle place en Hollande. Les policiers suivaient l'Instagram de la copine et bim, ils sont arrivés pour l'arrêter. Ouais, par exemple, le bon exemple par rapport à ça, je trouve que c'est l'affaire SpyA avec l'identification plutôt et ensuite l'arrestation d'Alexander Panin.
donc qui était le russe qui avait fait ce logiciel espion, qui est un malware bancaire. Et, euh, et en fait, cet homme visiblement était assez bon en termes de sécurité opérationnelle, mais et à un moment donné, je pense qu'on a tous nos limites par rapport. Moi, elles sont très basses. D'emploi de différents pseudos, de différents comptes de messagerie. Et lui, en fait, il avait utilisé une adresse de messagerie qu'il a réutilisée dans son processus criminel. Et il avait déjà utilisé pour s'inscrire à la société russe de transhumanisme, qui était son hobby. Et effectivement, là, on est vraiment sur de l'information source ouverte, mais qui est quand même pas évidente à trouver. Et ça a permis de faire le lien pour les enquêteurs américains. Quand on lit les documents judiciaires, ils expliquent que c'est ça qui leur a permis d'appuyer leur demande par rapport à la justice, parce qu'ils peuvent pas demander l'arrestation de quelqu'un comme ça, quoi. Toi qui suis les affaires, il y en a combien qui sont jugés par an en France? C'est de l'ordre de la dizaine, de la centaine ou des milliers? Il n'y en a pas énormément, mais en fait, moi, je sais pas s'il y a des affaires que je suis, puis j'arrive pas à savoir quand elles seront jugées, j'arrive pas à savoir si elles ont été jugées, donc il y a aussi... bon, tu t'es pas forcément au courant de tout, quoi, donc c'est difficile de donner une fourchette, quoi. En fait, c'est ça le vrai problème, c'est que, alors, il y a le côté enquête où, quand on a des sources policières, on peut savoir s'il y a des enquêtes, mais après ça, quand ça passe en jugement, le problème, c'est que toutes les affaires sont pas... Elles sont publiques, bien sûr, mais tout n'est pas publié. Et quand on n'arrive pas à faire un travail de journaliste comme tu le fais, toi, Gabriel, et ben derrière, on est très surpris. Enfin, je veux dire, moi, dans mon métier, je suis extrêmement surpris du très petit faible nombre d'affaires dont on trouve les jugements ou les arrêts d'appel qui sont publiés. Si on a 1 ou 2 par an, c'est un maximum. C'est vraiment un maximum. Bah, Et pourquoi est-ce que c'est pas publié ? pardon ? Parce que les juges décident de faire publier ou pas, les journaux ou les bases de données s'intéressent plus ou moins à la matière, donc vont faire l'effort de récupérer les arrêts ou les jugements, et ensuite de les publier. Donc c'est complètement aléatoire, il n'y a pas de règle particulière, il n'y a pas une obligation de publier toutes les décisions de justice, par exemple, ça n'existe pas. Donc il y a une opportunité qui est appréciée d'abord par les juges, par les greffiers, et puis par les avocats aussi derrière qui vont défendre, qui vont défendre ou qui vont être partie civile et qui peuvent essayer de tractionner pour que ce soit publié ou pas. Donc il y a tout un jeu derrière qui fait qu'on a très très peu d'affaires publiquement accessibles. Il n'y a pas plutôt les avocats de la personne condamnée qui font tout pour que ce ne soit pas publié ? Bah, éventuellement. Et est-ce qu'on sait si y a des gens extérieurs au service d'investigation qui ont contribué ? Moi, je vois sur Internet beaucoup de gens qui disent faire de l'OSINT, de l'analyse de la menace, du suivi des groupes de malfaisants, enfin, etc. Et dans quelle mesure les gens qui font ça, les centres de surveillance, de réponse à incidents, est-ce qu'on peut savoir si ils ont contribué à l'enquête, ou est-ce que finalement les policiers ils font tout de leur côté de manière complètement séparée ? Est-ce qu'on peut savoir ça ? Alors Hervé, je vais te dire, j'en ai aucune idée, mais ça, par contre, on rebondit sur, pour moi, des gens qui sont absolument cruciaux dans ces enquêtes, et c'est tout l'objet du livre d'Andy Greenberg, Tracers in the Dark. Donc c'est un journaliste de Wired qui a écrit un bouquin là qui vient de paraître à la fin de l'automne sur l'apport de la surveillance des flux de crypto-monnaies dans les enquêtes de cybercriminalité. C'est un livre passionnant que je vous recommande. Parce que pour répondre à ta question, et ça répond aussi à la question de Nicolas tout à l'heure, un apport essentiel dans les enquêtes, dans les grosses affaires, on va dire, de cybercriminalité, c'est l'exploitation de la crypto-monnaie. Et vous avez un peu de bouteille, vous vous en souvenez, il y a 10 ans, on disait le Bitcoin, c'est
c'est une monnaie criminelle, c'est une monnaie opaque, nanani, nanana. Et en fait, c'est tout le contraire. C'est une blockchain publique. On peut consulter où règne le pseudonymat. Donc, on n'a pas l'identité, mais en tout cas, on a des pseudonymes. Et tu as des entreprises comme Chainalysis qui ont su apporter des solutions pour permettre de tracer des flux financiers. Et donc, dans la lutte contre les rançons logicielles, par exemple, ou des gros piratages, c'est absolument essentiel parce que c'est bien beau d'extorquer de l'argent, de le voler, mais ces criminels, ils veulent ensuite l'utiliser. Et donc, il va falloir le blanchir, et donc ça va leur poser toute une série de problèmes. Et c'est un levier très très intéressant pour les enquêtes, quoi. Et qui permet de nombreuses enquêtes d'aboutir, quoi. Et ce qui est très marrant d'ailleurs, c'est qu'on voit les affaires aux États-Unis, et ça c'est grâce à ta newsletter que je l'ai vu, que j'ai découvert. En fait, les affaires qui commencent à éclater aux US, ce sont la plupart du temps des mixeurs, hein, ou des gens qui opèrent des mixeurs, qui commencent à se faire condamner pour des affaires qui ont éclaté vers 2015 ou 2016. Donc aujourd'hui, en 2021-2022, on commence à avoir de la jurisprudence sur des faits, souvent pour des mixeurs qui ont été commis il y a 4, 5, 6 ans. Parce que maintenant, on commence apparemment techniquement à maîtriser le input, c'est-à-dire la crypto-monnaie qu'on va rentrer dans le mixeur, et on va être capable de déterminer en sortie de mixeur que c'est bien les mêmes comptes ou ce sont bien les mêmes bénéficiaires. La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, il y a la balance n'est pas forcément aussi déséquilibrée qu'on peut le croire. Ce que je veux dire par là, c'est que à première vue, on aurait pu penser que la criminalité arrivait à faire sa révolution numérique et qu'on serait une sorte qu'on serait à la merci du hacker russe, par exemple, ou haute nationalité, hein, pour pas stigmatiser quelqu'un, stigmatiser un pays ou un autre. En fait, cette transformation numérique, elle joue dans les deux sens, parce que ok, le numérique permet un passage à l'échelle extrêmement fort pour les criminels, mais à l'inversement, ce qu'on voit aujourd'hui, avec l'utilisation de la blockchain, avec par exemple des affaires d'ampleur comme Encrocha, vous savez, ces smartphones qui étaient utilisés, soi-disant sécurisés, qui étaient utilisés par des trafiquants, et puis en fait, qui se sont révélés, qui ont été piratés par les justices de différents pays, et donc permettant de lire dans ces messages, c'est passage à l'échelle, en fait, il va dans les deux sens. Et vous pouvez avoir des gens qui peuvent se sentir relativement impunis. Par exemple, utiliser l'exemple qu'on citait tout à l'heure, la plateforme BTC, comme une blanchisseuse d'argent sale mondial. Ça marche, mais qu'est-ce qui se passe si 5 ans après, en fait, des forces de l'ordre, une justice arrivent à mettre la main sur cette base de données? Et tous ces gens qui se croyaient à l'abri, en fait, on se rend compte qu'ils parlaient beaucoup entre eux, et ça peut permettre de faire déboucher de nombreuses enquêtes. Donc ça va dans les deux sens, et les mixeurs, c'est la même chose. Peut-être qu'il y a des gens qui la promesse du mixeur, c'était que c'était intraçable. Peut-être que la promesse n'était pas totalement réalisée. Alors, on va revenir peut-être sur les histoires que tu as racontées. Alors, parmi celles-ci, quelle est celle peut-être qui t'a le plus étonné, le plus surpris? Voilà, ça, je sais pas. C'est vrai que, par exemple, pour revenir sur SpyEye dont on parlait tout à l'heure, le coup de le russe qui est confondu par son inscription à une association de transhumanisme russe, je trouve que c'était pas mal. Voilà, il y a souvent des petits détails comme ça qui sont un peu étonnants. Je vais tu peux parler de la barbe. Je crois que c'est ta première histoire. Elle était magnifique. Oui, alors et puis c'est intéressant. C'est le barbu breton arrêté aux États-Unis. Voilà, c'est Oxymonster qui était un vendeur très actif sur Dream Market. Alors effectivement, lui c'est assez cocasse parce que, c'est assez cocasse. Il est passionné par la pilosité, par la barbe, et il se fait coincer en allant à un concours de barbe aux États-Unis. Mais en fait, ça va plus que ça. Il se fait prendre parce que il y a différents indices qui l'amènent vers lui, et en étudiant ses comptes sociaux, les enquêteurs se disent oui, c'est sans doute notre client, comme.
Non pas que tous les barbus et tous les amateurs de concours de barbe soient des délinquants en puissance, mais par exemple, il s'affichait avec des armes. Enfin, voilà, il affichait un certain pédigré, comme. Et là, pour parler de cette histoire, ça fait le lien avec votre première question. Au départ, je me suis demandé, est-ce que c'est une bonne histoire pour ma newsletter? Parce que, en fin de compte, c'est pas l'histoire vraiment d'un cybercriminel, c'est l'histoire de quelqu'un qui vend des stupéfiants sur Internet. Alors, est-ce que ça, c'est un cybercriminel ou pas? Bon, moi j'ai trouvé que l'histoire était intéressante et méritait d'être rapportée au lecteur de la newsletter. Mais on pourrait, si on était plus pur, on dirait bah non, c'est pas une histoire de cybercriminalité, c'est l'histoire d'un trafiquant de drogue. Est-ce que tu assistes à des audiences en direct, je veux dire? Ah oui, énormément. Du coup, je reviens à ma question, on va essayer de rester dans la bienveillance, mais quel est le niveau de compréhension de tous ces sujets par la justice aujourd'hui? Si tu as un expert qui dit qu'il a utilisé un VPN et que quelqu'un répondra pas du tout, c'était Amashi, pas WireGuard. Est-ce que les gens font tous une tête, ils se regardent tous comme des merlans frits, ou est-ce qu'il y a quand même une certaine compréhension des sujets techniques et des juges spécialisés? Alors, il faut éviter de faire des généralités, dans le sens où déjà la justice, il y a des magistrats du parquet, il y a des juges d'instruction qui instruisent à charge et à décharge, et puis il y a des magistrats du siège qui jugent. Et puis ensuite, il y a les auxiliaires de justice qui sont très importants, qui sont les avocats. Donc ça fait autant de catégories de personnes qui effectivement doivent bien comprendre les enjeux. Mais et les experts judiciaires voilà. aussi. Mais j'ajouterais qu'avant tout, ces différentes personnes, ce sont des spécialistes du droit. Et donc leur question à eux, c'est d'abord, est-ce qu'il y a une infraction, est-ce qu'elle est prouvée, est-ce qu'on peut condamner ou est-ce qu'on doit relaxer quelqu'un par rapport à ces infractions? C'est ça leur questionnement. Alors, c'est vrai que des fois, il y a t'as des magistrats qui butent un peu sur les mots, mais est-ce que ça fait d'eux des gens incompétents? Je pense pas. Alors, effectivement, des fois, c'est une stratégie de la défense. Je l'ai vu aussi d'essayer d'embrouiller un peu les juges dans le vocabulaire technique, mais leur question n'est pas forcément là. Quand il y a un faisceau d'indices plus général, ça ne s'arrête pas forcément à un seul élément technique qui aboutirait, oui ou non, à la condamnation de quelqu'un. En fait, je te dis ça parce qu'il y a une jurisprudence en Allemagne il y a quelques années assez rigolote où quelqu'un a été poursuivi pour avoir fait des téléchargements illégaux. Alors on est loin de la cybercriminalité, là c'était plus de la cyberdélinquance. Hein. Mais il avait dit au juge, non, ça peut pas être moi, j'étais en vacances à cette date-là, donc ça peut pas être moi qui utilisais l'adresse IP de cette box. Et le juge a dit, ah oui, si vous êtes à la maison, forcément, vous pouvez pas envoyer de paquets sur Internet depuis votre box chez vous, quoi. Alors je connais, ouais. J'avais trouvé ça intéressant. Je connais pas le fonctionnement de la justice allemande, mais le fonctionnement de la justice française est beaucoup plus collégial, dans le sens où à l'audience, par exemple, tu vas voir le parquet qui va exposer son point de vue, les magistrats qui vont juger auront eu le temps d'avoir pris connaissance du dossier, les avocats vont faire leurs observations. S'il y a une partie civile, peut-être qu'elle appuiera également l'accusation. Donc c'est, par exemple, une bourde comme ça se verrait moins. Par contre, pour revenir à ta question, c'est vrai que là où j'ai senti des magistrats du siège, donc des gens qui jugent des personnes, des prévenus, un peu sur la difficulté, il y a eu, il y a quelques mois, une affaire qui était basculée en comparution immédiate. On sentait bien quand même que les trois magistrates étaient un peu décontenancées parce que les comparutions immédiates, c'est des violences, c'est des vols. On va dire que c'est une délinquance qui est assez crue. Et là, on se retrouvait avec un dossier de criminalité informatique. Bon, c'était pas leur quotidien, quoi. Mais là, c'était un choix d'autres magistrats
en l'occurrence du parquet, qui avait sans doute voulu pour ce dossier un traitement rapide. Quel est le profil des attaquants? Est-ce que c'est divers et inclusif? Est-ce qu'il y a la parité ou est-ce qu'il y a toujours plus d'attaquants que d'attaquantes? Alors là, c'est une question pour la parité, c'est assez simple à répondre. À l'image du public que tu peux trouver, des gens qui sont jugés par la justice en France, c'est essentiellement des hommes. Il peut y avoir des femmes, mais c'est quand même assez rare. Après, au-delà de donc cette distinction de genre, elle est assez facile à faire. Par contre, derrière, il y a de tout, quoi. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des gens qui sont socialement très mal, très dépressifs. Voilà, il y a des gens qui sont en pleine possession de leurs facultés. Voilà, il y a un peu de tout. Et que dire de plus? Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que, et ça c'est quand même assez inquiétant, c'est que assez régulièrement, quand même, on voit qu'il y a des gens qui ont très peu de compétences en informatique, qui se retrouvent jugés. C'est inquiétant parce que ça montre qu'il y a des outils agressifs qui sont malveillants, qui sont très facilement disponibles. Et que les gens ne saisissent pas qu'il y a un problème à mettre en place une plateforme d'attaque DOS, que non, c'est pas normal, quoi. C'est aussi peut-être pour ça qu'ils se font attraper, hein. C'est justement parce qu'ils sont pas Oui, compétents. mais c'est peut-être pas oui, une non, bonne mais chose. c'est une bonne chose qu'ils se fassent attraper. Ce que je veux dire, c'est que ce qui est inquiétant, c'est que si tu as des outils qui sont facilement disponibles, qu'est-ce qui va empêcher d'autres personnes de les réutiliser ensuite derrière, quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est ça montre qu'il y a une dissémination du problème Là, c'est pareil dans le monde qui est assez, physique. qui est assez forte, quoi. Ouais, c'est-à-dire C'est pas dans le que monde physique, si tu veux casser les joues de quelqu'un, t'achètes un marteau à Leroy Merlin et ça suffit, t'as pas besoin d'une arme spécialement dédiée à ça. ouais, c'est ça qu'il faut dire aux gens, c'est que dans le numérique, finalement, il y a une immense majorité des cyberdélinquances qui se contentent d'utiliser les outils développés par d'autres, les moyens développés par d'autres, et qu'il y a finalement très peu d'intelligence et de gens brillants. Mais alors ensuite, il y a le problème de l'opportunité des poursuites. Là, on va le voir côté du parquet. Est-ce que moi, Proc, j'ai les moyens, le temps et l'envie de poursuivre? On va prendre l'exemple des brouteurs, okay, qui sont extrêmement nombreux, qui sont rarement localisés sur le territoire national, pour reprendre un critère. Okay, des arnaques, 10 000 arnaques à coût de 10 €, c'est extrêmement difficile à poursuivre. Tandis qu'une belle grosse arnaque à coût de dizaines ou de centaines de millions de ce que vous voulez, d'euros, de bitcoin ou de dollars, là, ça vaut le coup de déclencher des poursuites avec des enquêteurs un peu spécialisés qui vont prendre le temps d'essayer de trouver la faille, d'essayer de détecter des gens qui sont quand même plus professionnalisés que, entre guillemets, la horde des voleurs de sac à main à l'arraché qui sévissent dans le métro au quotidien ou des pickpockets. Je veux dire, c'est un peu la même problématique pour moi. Alors, je pense que, mon intuition, c'est qu'il y a une part d'opportunité par rapport aux éléments disponibles dans les investigations. Là, j'ai écrit par exemple un papier sur des gens qui font de l'attaque par bourrange d'identifiants de franchises de fast-food pour pirater les comptes fidélité et derrière revendre des hamburgers à prix cassé, quoi. Et on est donc sur une délinquance qui est vraiment qui est vraiment qui pourrait passer sur tous les radars. Et pourtant, il y a des dossiers judiciaires qui sont ouverts et qui sont clos. Donc, ce qui montre qu'il y a une attention même pour des petits délits. Pourquoi? Parce que pour la franchise de fast-food qui est attaquée, derrière, plein de petits pirates comme ça qui attaquent par bourrage identifiant sans cesse leur compte fidélité, ça leur cause des soucis, ça les oblige à revoir leur sécurité informatique, ça leur oblige à demander à leurs utilisateurs de redéfinir des nouveaux mots de passe, etc., quoi. Ouais, mais ça, en fait, ça revient au même, c'est qu'on a une personne morale, en l'espèce, qui, elle, va souffrir d'un préjudice important, même si c'est lié à des comptes individuels et à plusieurs attaquants, mais cette personne morale, elle, va souffrir d'un préjudice qui se valorise, et donc qui va décider de se donner les moyens aussi, en termes de défense judiciaire, enfin, je veux dire, en clair, en frais d'avocat, voilà. d'assumer la poursuite. Oh, non, mais c'est vrai. La personne morale, elle a les moyens de te payer. Bien sûr, bien sûr.
Parce que quand on est victime d'un chantage à la webcam, je sais pas quoi, et qu'on vous réclame 300, 500, 600 euros, et qu'il y a 10 000 personnes qui payent, comment on fait pour poursuivre ces gens-là ? Sachant qu'avec un peu de chance, il y a, mettons, 10 000... Enfin, moi, j'avais entendu des policiers dire, mais des affaires comme ça, on en a 5 000 par mois. OK ? S'il y avait une personne qui était l'auteur, bah, ça ferait 1 contre 5 000, on pourrait poursuivre. Mais si derrière, il y a 5 000 victimes individuelles et qu'il y a, je dis n'importe quoi, 1000 attaquants, eh ben, pour la justice, c'est quasiment pas gérable. Tandis qu'un fabricant de hamburgers qui, lui, va au final filer des hamburgers gratos, lui, il a un préjudice, enfin, cette personne morale a un préjudice à faire valoir. Donc, elle va mettre les moyens de la poursuite, déjà à son niveau. Ok, Gabriel, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin ? Eh ben, écoutez, le mot de la fin, c'est n'hésitez pas à vous inscrire sur la newsletter Pond. Ça me fait toujours plaisir. Tu peux rappeler l'adresse ? C'est pond.substack.com. Donc voilà, bah, si vous soit vous allez sur cette adresse pour consulter les épisodes, soit vous pouvez vous inscrire sur la newsletter. N'hésitez pas évidemment à faire des commentaires dans les espaces dédiés. Moi, ça m'intéresse toujours de savoir ce qui a le plus plu aux lecteurs, les affaires qui les intéressent particulièrement. Ça me guide dans mes choix de nouvelles histoires à raconter dans ces newsletters. Merci Gabriel. Je rappelle que Pound, c'est P-W-N-E-D. Vladimir, Oui. c'est l'heure de la Minute Fail. Et oui, tout à fait. Alors, je le rappelle, le principe de la Minute Fail est de présenter un incident ou événement passé de sécurité en prenant du recul avec humour, mais le principe n'est pas d'accabler les gens, sauf qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc ce coup-ci, il s'agit de moi, donc je vais pas hésiter à m'accabler. Donc il y a quelques temps, un client nous a commandé une campagne d'hameçonnage ou de phishing afin de tester ses défenses, mail et la sécurité de ses postes de travail ainsi que la sensibilisation des utilisateurs. Donc à cette époque-là, on approchait des fêtes de fin d'année, donc nous avions décidé de monter une attaque en utilisant justement la thématique des fêtes de fin d'année, en envoyant des mails et en montant des sites sur la thématique de vente de vin, de chocolat et d'autres plaisirs gustatifs. Alors donc nous avons créé plusieurs domaines fictifs et nous manquions pas mal d'imagination et nous étions pressés par le temps, et comme je venais à titre personnel de commander différentes choses dans une espèce d'épicerie fine en ligne, nous avons en fait créé un domaine qui se rapprochait du nom de l'entreprise, de l'épicerie fine chez laquelle j'avais acheté pas mal de trucs. Énorme erreur, malheureusement, et par flemme également, on avait un peu recopié le site en changeant un peu le logo, etc., mais c'était vraiment parce qu'on était un peu à l'arrache, et donc nous préparons l'attaque, nous créons les sites vraiment à la va-vite pour donner un peu vie à nos fausses marques, nous construisons les charges utiles, ou payload si vous préférez, pour faire comme un rançongiciel, un faux rançongiciel, et nous contenons toutes les mesures de sécurité des postes de travail, etc., donc le temps passe, et après quelques semaines, nous arrivons au jour de l'attaque, le jour J, donc le matin de l'envoi, quelques minutes avant l'attaque, nous recevons un mail du registrar qui nous informe du takedown des domaines qui imitaient donc cette marque existante. Donc il était évident que c'était l'entreprise imitée qui était à l'origine de ce takedown, et ça retardait surtout notre opération. Ça signifiait vraiment que des gens étaient en train de traiter un incident de sécurité à cause de nous, alors qu'en fait il n'y avait rien de malveillant, que c'était pas du tout lié à eux, que c'était juste une erreur entre guillemets professionnelle mêlant excès de confiance et empressement. Donc nous avons cherché dans nos réseaux de contacts à trouver le RSSI de cette entreprise. Nous lui avons envoyé un mail d'excuses, mais vraiment je me suis répandu en excuses pour toute la gêne occasionnée en lui expliquant la situation, parce que je vous cache pas que j'étais relativement mal, car potentiellement des gens avaient passé beaucoup de temps et d'énergie sur un incident qui n'en était pas un, et de mon fait. Et donc finalement, j'ai été contacté par le service juridique et le DSI, auquel j'ai à nouveau présenté toutes mes excuses. À un moment, ils ont pensé que nous avions essayé de de leur montrer nos muscles pour leur vendre une prestation, alors que c'était vraiment pas du tout le cas, que c'est juste un effet collatéral. Mais voilà, donc au final, ça s'est très bien terminé. Enfin, ça s'est bien terminé, mais clairement, c'est une erreur de débutant que j'aurais dû personnellement éviter. Voilà, donc gros fail de ma part. Alors, Vlad, je peux te dire qu'il s'agit d'un double fail. Est-ce que tu sais pourquoi ? Mais non, c'est un petit fail. Parce que tu nous l'as déjà raconté. Oh putain, merde, sérieux ? Eh ben voilà, c'est pas grave. Double fail. C'est le problème de l'alcool des fins d'année.
C'est le problème des notes que je maintiens pas à jour. Bon, Vladimir, Gabriel, merci à tous, merci pour votre contribution. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Merci pour l'invitation.